Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackers et apprentis hackeuses. Alors, cette fois-ci, je propose de revenir un peu au classique, c'est-à-dire à une machine hack the box, puisque les deux précédentes vidéos, on n'était pas sur des machines alors, proprement parlé, puisque c'était challenge et je sais plus. Enfin bon, du coup, j'ai pris une facile, hein, Postman. Alors, on va avoir de ce pas, avec la sortie du scan and map, du scan de port de la machine, elle a quatre ports, les quatre sont intéressants. SSH qu'on creuse rarement en premier, HTTP qui renvoie sur ce site web, Redis et Webmin. Webmin, on en parlera plus tard, mais c'est super intéressant à creuser puisque j'ai déjà poney un client avec une version Webmin qui avait Webmin sur son parc, mais on va se concentrer sur Redis dans un premier temps, déjà parce que c'est effectivement la bonne piste à suivre, et aussi parce que Redis, son intérêt, c'est qu'il est souvent sans authentification, donc on peut l'utiliser pour écrire un fichier sur la cible, ce qui évidemment est très pratique. Donc Redis c'est pour Remote Dictionary Server, RE Remote DI Dictionary S Server, donc en français serveur de dictionnaire distant. Et en gros donc ça s'interroge à distance pour récupérer des, comme c'est écrit ici, hein, c'est du stockage de clés valeurs quoi. Du coup pour interagir avec Redis, il y a un client en CLI, Command Line Interface, qui s'appelle Redis-CLI, et on peut donc taper la cible comme ça, sans authentification. Et si je fais par exemple config 7 étoiles, pas 7 get, on voit la configuration en place. La valeur la plus intéressante, c'est dire, qui nous indique que le répertoire où est stocké Redis est bien le répertoire par défaut. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que donc si on peut écrire sur une cible Linux pour exécuter du code dessus, on a plusieurs possibilités: écrire un fichier comptable, écrire directement dans etc password, swd, et on peut aussi écrire une clé SSH sur la cible pour se connecter ensuite en SSH. Du coup, si on regarde par exemple si dans ce répertoire var lib Redis il n'y aurait pas un répertoire .ssh, il répond OK, donc il y a bien un répertoire .ssh. Si j'essaye un autre nom de répertoire comme Lisbeth, il répond, vu qu'il n'existe pas, il répond dans ce file directory. Donc là, cette ligne là implique qu'on a bien un .ssh qui existe. Donc la piste d'écrire une clé SSH là-dedans paraît très intéressante. Donc pour cela, déjà on va créer une clé SSH, enfin une paire de clés d'ailleurs. Je l'appelle IDRSA, j'ai pas d'imagination. Et donc elles sont créées avec les bons droits dans mon répertoire courant. Et maintenant je vais l'écrire avec deux retours à la ligne avant et après, sinon ça marche pas. IDRSA. Donc je rappelle, hein, j'écris sur la cible, donc je vais écrire sur cette cible la clé publique, et je vais utiliser la clé privée en SSH pour me connecter sur la clé publique que je viendrai de créer. Donc une fois que j'ai fait ça, et je rajoute encore deux lignes après, et donc les deux retours à la ligne, ma clé publique de retour à la ligne, ça je le renvoie dans un pipe pour l'écrire sur la cible via le dictionnaire distant, et je vais l'appeler Lisbeth Key. Donc pour vérifier via notre CLI à gauche que ça a bien fonctionné, je fais un get Lisbeth Key,
et je vois qu'en effet il y a bien la valeur que j'ai envoyée qui est stockée dedans. Il me reste plus qu'à l'écrire dans le bon fichier. Donc je vais configurer le répertoire. Donc le répertoire dans lequel on veut écrire, c'est dans .ssh. Et ensuite le nom de fichier dans lequel on veut écrire, le fichier qui stocke en SSH les clés publiques avec lesquelles on peut se connecter, c'est le fichier authorized key. Donc je lui dis config set db file name authorized keys. Et là je peux faire un save. Et il me reste plus qu'à tester, voir s'il a bien écrit dans le .ssh authorized key ma clé publique, et donc qu'il autorise ma clé privée ID RSA à se connecter en tant que Redis sur la cible. Nickel, ça passe, on est connecté en tant que Redis. Si j'agrandis la fenêtre, on voit que il n'y a pas de flag. Alors sûrement le flag est dans /home de l'utilisateur. On a un utilisateur mat. Le flag est bien là, mais on n'a pas les droits. Donc à partir de là, je vais pas le faire tourner puisqu'on l'a déjà fait sur une précédente vidéo Acksize, mais on fait tourner un script d'énumération. Donc si je fais sur Acksize et que je tape linpiz, on l'avait déjà fait sur la machine htbbook, donc je ne le refais pas. Et si on fait tourner linpiz sur la cible, ça va nous indiquer il y a une clé qui traîne qui est accessible à tout le monde dans le répertoire /opt. On aurait pu le trouver facilement en faisant de l'énumération à la main, et effectivement on a une clé privée qui traîne, accessible à tout le monde, puisque elle a le R pour tout le monde, read pour tout le monde. Donc je vais l'écrire dans un fichier que je vais appeler pareil, comme ça pour pas se tromper. Tac. Et comme dans l'entête on voit ici encrypted, donc c'est une clé RSA privée mais qui nécessite une passphrase pour être utilisée. Donc on va pas pouvoir l'utiliser telle quelle, mais on peut essayer de voir si la passphrase serait pas une passphrase faible très souvent utilisée, typiquement dans Rockyou. Donc je vais utiliser SSH to John, on a déjà utilisé aussi dans une précédente vidéo Acksize, alors je m'étends pas sur le sujet, pour essayer de retrouver la clé de ce fichier idrsa.back. Donc si je fais ça, il me génère un hash que je vais pouvoir utiliser avec John pour le craquer. Donc je mets ça dans un fichier hash.txt et je lance John sur ce fichier hash.txt. Et je vais lui mettre la word list user share word list Rockyou. Super. Il me craque le mot de passe, qui était un mot de passe assez simple puisque c'est computer 2008 qui est présent dans la liste Rockyou. Donc à partir de là, on avait vu qu'il y avait un utilisateur qui s'appelait Matt. Donc on pourrait se dire, vu qu'il y a une clé qui traîne avec ce mot de passe, est-ce que ce serait pas le mot de passe qu'utilise Matt dans différents endroits? Si on essaie de se connecter avec computer 2008, ça ne passe pas. Mais peut-être que Matt n'a pas les droits pour se connecter en SSH, donc on va essayer avec un SU computer 2008, et là ça passe. Donc on a bien compromis le mot de passe de Matt, et si je vais dans sa home directory, je peux bien afficher
afficher pardon le flag utilisateur.txt. Donc on a le premier flag en tant que user. Maintenant qu'on a poney mat, on va essayer de devenir root sur cette machine. Et c'est là que le fait qu'il y avait webmin va être intéressant. Si je reviens sur le scan and map, donc le webmin sur le port 10 000, si on se connecte dessus, il me dit marche pas, il faut se connecter sur Postman. Donc on l'a déjà fait plein de fois, hein, mais je rappelle, le fichier host dans /etc, on peut spécifier des liens. En gros, quand la machine veut convertir un nom en IP, avant de faire une requête DNS, elle va regarder dans ce fichier etc host. Donc je peux lui indiquer que je veux que Postman redirige vers l'adresse IP de notre machine cible. On va le mettre là, Postman. Ah merci le sens, pardon. 10, 10, 10, 160, Postman. Hop, voilà. Donc c'est un certificat auto signé, donc c'est pas connu par la PKI intégrée dans Firefox, c'est pour ça qu'on a le warning. Mais on tombe bien sur une page d'authentification, et si j'essaye mat computer 2008, on a bien les droits pour se connecter sur webmin en tant que mat. Et du coup, si on regarde la version qui est 1.910 et qu'on va sur Metasploit, on devrait avoir un exploit qui correspond. C'est bien ça, webmin 1.910 ou version inférieure est vulnérable à ce package update remote command execution. Donc ça va créer un package pour pouvoir exécuter du code sur la cible. Et par contre, on n'aurait pas pu le faire dès le début, puisque il faut être authentifié sur la cible, et donc on n'avait pas le mot de passe de mat au début, donc on ne pouvait pas utiliser cet exploit directement. Mais maintenant qu'on l'a, on va l'utiliser. Set username mat, set password computer 2008, la cible donc rhost, hein, je rappelle, remote hosts, donc là où les cibles, on peut spécifier aussi des réseaux si on veut jouer sur carrément plusieurs machines d'un coup. Ici je vais pas m'embêter, je vais juste mettre notre IP cible. Et ça devrait être pas mal. Qu'est-ce que j'ai oublié? SSL à true, puisque pour se connecter ici on utilise du HTTPS. Le lhost, localhost à tune 0, puisque c'est l'adresse IP qui est dans le même LAN que notre cible, donc notre cible pourra bien se connecter en reverse sur cette IP là. A priori on est bon, hein. A priori on est bon. Allons-y. Yes. On récupère bien une session en tant que route. Donc je peux afficher le flag route. Et la machine est compromise. Du coup, si on parle d'un point de vue Blue Team, qu'est-ce qui a permis, qu'est-ce qu'il avait à corriger sur cette machine pour qu'elle ne soit pas aussi facilement piratable? Et ben du coup, c'est bien résumé quelque part dans l'article de la hackeuse de la semaine qui illustre cette vidéo et dont je vais mettre le lien sous la vidéo. Article que je vous affiche de ce pas, tac, de
Nea Singh, qui est une CEO d'une boîte dans la cyber, qui donc dans cet article rappelle les erreurs courantes qui permettent aux attaquants et aux attaquantes de prendre la main. Donc utiliser un mauvais mot de passe, ça effectivement, si le mot de passe avait été bon, on n'aurait pas pu le craquer, le mot de passe du backup idrsa.back. Le fait qu'utiliser le même mot de passe sur plusieurs endroits, effectivement on a pu se connecter sur webmin et en tant que mat grâce au mot de passe de idrsa.back. Et enfin les softwares non à jour, effectivement le fait que le webmin n'était pas à jour, il y avait une vulnérabilité associée au software qui permettait de prendre la main. Donc la machine en fait a beaucoup d'erreurs classiques qui nous permet en tout cas à nous hackers de la compromettre. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander.